votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi? Oui, très bien, merci. Bon, là, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'est parlé. On a beaucoup parlé du sujet un peu de la santé parce que on en parlait déjà aussi dans l'actualité. Puis là, on souhaite en reparler encore parce que justement, ça fait partie encore et toujours des sujets d'actualité qui préoccupent une partie, en tout cas, des Québécois, puis des journalistes qui avancent ça dans les médias. Peut-être avant qu'on aille dans certains sujets plus précis dont on a parlé dernièrement dans les journaux, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un reflet un peu. On avait déjà parlé il y a un petit bout de la réforme du ministre Barrette, mais peut-être nous en faire un reflet un peu plus, quel pourrait être l'impact que ça peut avoir dans notre région surtout, peut-être déjà au niveau québécois, mais qu'est-ce que ça a généré, puis qu'est-ce que ça fait comme impact, qu'est-ce que ça a comme impact dans notre coin? Ben oui. Écoute, dans le fond, l'un des impacts majeurs de la réforme Barrette, ça a été la centralisation des services. Centralisation à plusieurs niveaux. Le ministre Barrette a voulu créer des méga hôpitaux avec le CUSUM, avec le CHUM, etc. Donc, des méga projets pour créer des grands hôpitaux à l'intérieur des grands centres urbains. Et les spécialités nationales, bien sûr, sont dispensées dans ces méga hôpitaux-là. Donc, ça amène les gens des régions à aller chercher souvent leurs services spécialisés à l'extérieur de la région, notamment dans les grands centres Québec-Montréal. Mais la réforme Barrette a eu aussi un autre effet qui, à mon avis, a encore plus d'impact sur la nature des soins et des services dispensés en région. C'est-à-dire que avant la réforme Barrette, on avait dans chacun des hôpitaux des CHSLD pour les personnes âgées, ainsi que les CLSC, on avait un directeur ou une directrice en place dans chacun des établissements. Ce que la réforme Barrette a amené comme changement majeur, ça a été notamment de créer un poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale unique par région administrative. On l'a vu, ce qu'on appelle les CIS, les centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, c'est quand même majeur parce que si on prend, à titre d'exemple, l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts avait un directeur en place, l'hôpital de Maria, l'hôpital de Chandler, l'hôpital de Gaspé, tous ces hôpitaux-là, et aussi souvent les CHSLD, les foyers pour personnes pour les aînés, avaient aussi un directeur ou une directrice en place. On a enlevé ces directeurs-là et on les a remplacés par une direction générale unique à la tête de la nouvelle organisation qui s'appelle le CIS de la Gaspésie. Donc ça a fait en sorte que dans les hôpitaux et dans les CLSC, dans les CHSLD, il n'y avait plus de direction. Donc, s'il n'y a plus de direction, on peut se poser la question, qui est imputable? Qui est responsable, ultimement, de la bonne gestion de ces établissements-là? C'est sûr qu'il y avait des cadres intermédiaires qui étaient sur place, qui ont toujours été là et qui ont demeuré sur place. Mais un cadre intermédiaire, généralement, il est responsable d'un secteur, d'un niveau de service et non pas de l'ensemble. Le mot directeur ou directrice générale, ça veut tout dire. C'est le directeur ou la directrice qui est responsable de la généralité de tout l'ensemble de l'organisation. Fait que ça, tu n'avais plus ça. Donc, on s'est ramassé dans des situations où il n'y avait plus de tête dirigeante, il n'y avait plus une personne responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Puis, ça a créé un vide, ça a créé des problèmes de fonctionnement. Moi, j'ai rencontré un employé à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts quand j'étais en politique qui m'a dit, ça fait 2 ans que je suis en place. Puis j'ai jamais rencontré mon supérieur immédiat encore parce qu'il était à Maria, dans Baie-des-Chaleurs. Moi, je travaille à Saint-Anne-des-Monts. Puis physiquement, il s'est jamais déplacé ici pour venir nous rencontrer. On a des webs, on a des communiqués, on a des courriels. Mais imagines-tu, ça fait 2 ans que tu es en place, puis tu n'as jamais rencontré ton patron. Ça fait spécial. Donc tout ça, c'est un peu ça la réforme Barrette. Ça peut se résumer à, dans le fond, il y avait peut-être des bons côtés, mais il y en a beaucoup, à mon avis, de côtés d'aspects plus négatifs. Puis, c'est notamment la question de la centralisation au niveau de la région et aussi au niveau des grands centres, des services et des centres décisionnels. C'est le trait commun là, pour moi qui caractérise bien la réforme du Dr Barrette. Oui, puis dernièrement, on a vu là ce qui a fait un peu la une des journaux, justement, où il y a eu des cas d'employés qui ont été comme mis à pied ou bien arrêtés de travail pour un certain temps pour avoir fait ce que nous on considère comme des actes un peu mineurs. Est-ce que c'est des choses qui auraient pu être sûrement mieux gérées avec une direction générale sur place, peut-être? La question se pose tout du moins.
Parce que, tu sais, c'est sûr que les médias, nous donnent des bribes d'informations. Puis dans les dernières semaines, on a tous et toutes vu dans les médias, le cas, par exemple, de l'infirmière qui a été suspendue pour 3 ou 4 semaines pour avoir mangé une toast au beurre d'arachide. Hein? On a parlé aussi d'un cas de suspension d'un autre membre du personnel d'un hôpital pour avoir mangé un beigne. Un autre pour une tranche de bacon. Puis là, on les accumule, tous les semaines, on nous en sort. Donc, tu as raison, ça nous apparaît très mineur comme situation. Bon, ce que les reportages nous disent pas, est-ce que c'est des récidives? Est-ce que la personne, par exemple, qui a mangé sa toast au beurre de peanut, est-ce que c'était rendu que tous les matins, elle devenait sur place? On le sait pas, ça n'a jamais été mentionné. Mais l'information qu'on a nous amène dans une situation où c'est comme si c'était vraiment des gestes isolés, des gestes occasionnels, rares même, et des sanctions complètement démesurées. Et là, on peut se poser la question, qui autorise ces sanctions-là? Si vraiment la personne, on dit la personne ce matin-là avait pas eu le temps de déjeuner, avait une nausée, avant de s'évanouir, elle a mangé une toast avec du beurre d'arachide, je pense pas que ça mérite 3 à 4 semaines de suspension. Donc, qui a autorisé ça? On peut se poser la question. Puis s'il y avait eu un directeur ou une directrice dans cet établissement-là, dans ce CHSLD-là ou dans cet hôpital-là où ça s'est passé, moi, j'ose espérer qu'une sanction comme ça n'aurait pas été imposée. Je peux pas faire autrement que me poser la question quand je vois ça. Est-ce que c'est parce que les gestionnaires en place manquent d'expérience ou encore ne font pas preuve de jugement? Est-ce qu'ils sont obligés d'appliquer des normes bêtes mur à mur? Ça se peut qu'il y ait une directive au niveau du CIS régional qui dit que si un employé consomme, par exemple, de la nourriture qui est destinée à la clientèle, les patients, c'est intolérable, puis il y a une sanction qui doit être appliquée automatiquement. Mais si c'est ça, ça mérite d'être revu à mon avis. Normalement, il y a un principe où il y a des sanctions qui sont évolutives avec la récurrence, avec le temps. Quand c'est la première fois, généralement, tu as un avertissement. La deuxième fois, tu peux avoir un avertissement écrit. La troisième fois, une sanction. Mais là, est-ce qu'on n'a plus ces directives-là avec du gros bon sens? Est-ce qu'on est obligé d'appliquer des normes mur à mur sans qu'il y ait personne dans la boîte qui a la marge de manœuvre pour, doser la mesure? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, plus de directeur général dans les boîtes, puis des normes qui sont appliquées de façon qui nous semble exagérée. Même à la limite, on peut se demander si la faute est pas plus du côté du gestionnaire que de l'employé, c'est-à-dire un manque de jugement carrément, de suspendre quelqu'un 3 semaines pour avoir mangé une toast. Il me semble qu'il y aurait un avertissement aurait été plus pertinent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a perdu le contrôle? Est-ce que le gros bon sens a été écarté? Est-ce que la marge de manœuvre des gestionnaire a été retiré? On peut se poser la question. Surtout dans un contexte où on n'est pas en surcharge de personnel, on n'est pas en trop plein de personnel. Absolument. On est en période, les gestes qui ont été posés, la plupart ont été posés pendant la période de la pandémie où on appelait le personnel de la santé nos héros, puis on les félicitait de faire le travail qui est très difficile qui était à faire. On était en pénurie de main-d'œuvre, on était en recrutement même à l'étranger. Le gouvernement a mis des mesures extraordinaires pour attirer et retenir le personnel de la santé. Puis là, on sanctionne quelqu'un de façon aussi bête pour un geste qui nous apparaît vraiment très, très, léger. Donc, à quelque part, on peut se poser la question, le gros bon sens est rendu où dans notre système de santé? Puis c'est pas juste un cas, là, on a 4 ou 5 cas qui ont été soulevés. Donc, il va falloir, c'est certain, que le ministère de la Santé se penche sur la question, là. Est-ce que les règles sont rendues exagérées? Est-ce que les gestionnaires en place n'ont pas les compétences ou la capacité d'administrer de façon adéquate ces règles-là? La question se pose parce que là, c'est rendu ridicule, là. C'est vraiment ridicule, il n'y a pas d'autre mot, là. Là, il y a un sujet qui est tout frais quand même, le jour où on se parle aujourd'hui, le lundi 12 décembre, là, qui sortait dans les journaux, où il y avait il y a une proposition du ministre de la Santé, du Monsieur Dubé, là, de financer les hôpitaux au nombre d'opérations qu'ils effectuent. Et c'est le député Pascal Bérubé qui soulevait l'inquiétude justement que ça pourrait avoir un impact
donner la chance, l'avantage aux gros hôpitaux versus les plus petits qui auraient moins de nombre d'opérations. Comment tu vois cette situation-là, toi? Ben moi, je trouve que la sortie du député Bérubé est très, très pertinente. Elle est extrêmement importante parce que ça, c'est une tendance là, du gouvernement de la CAQ, là, une tendance lourde à la centralisation des services. On l'a vu dans d'autres dossiers et ça, c'est préoccupant parce que dans nos hôpitaux, ici en région, on a un volume d'intervention moins grand que dans les grands centres. C'est clair, on a moins de population, donc moins de cas. Et si le gouvernement se met à financer les hôpitaux à partir du nombre de cas, du nombre d'interventions, ben ça se peut qu'il y ait des manques à gagner. Parce que tu as des frais fixes dans une organisation, puis un hôpital, c'est comme ça aussi. Il y a des frais fixes très élevés et si on finance strictement les opérations en fonction du volume d'intervention, ben ça se peut que notre volume soit tellement bas qu'on réussit même pas à payer nos fournitures, qu'on réussit pas à payer les professionnels. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gestionnaires en place vont manquer de budget, puis ils vont devoir faire des choix. Ils vont dire, bon, par exemple, une opération remplacement d'une prothèse de hanche, ça coûte 2500 pièces l'unité. On n'en fait pas assez pour garder un inventaire, garder du personnel, les produits appropriés. Donc, on n'en fera plus. Puis si on n'en fait plus, ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la clientèle de ce territoire d'hôpital-là va devoir aller soit à Rimouski, soit à Québec, soit à Montréal. Donc, une autre forme de centralisation une fois de plus. Donc, Pascal Bérubé a été très vigilant d'intervenir sur ce point-là. Puis ça va être un dossier à surveiller. Et j'espère qu'il va y avoir un débat qui va se faire sur cette tentative de mesure, de modification là, de cette mesure financière-là par le ministre de la Santé. Parce que c'est clair qu'en termes, si on commence à financer nos hôpitaux sur la base du volume, ben on va être perdant en région parce qu'on n'a pas une grande population, on a moins d'interventions, mais les interventions destinées aux gens des régions sont aussi essentielles et aussi importantes que celles destinées aux usagers des grands centres. Donc, espérons que le gouvernement actuel va reviser ou modifier son approche, n'ira pas de l'avant dans ce sens-là, parce que c'est clair que ça va avoir un impact direct sur la nature et la quantité des soins de santé qui vont être dispensés dorénavant en région. Oui, puis ça c'est un commentaire personnel, mais j'espère que ça poussera pas les hôpitaux ou certains hôpitaux à prendre des décisions, à des fois aller vers une opération moins nécessaire pour garder des services, malheureusement. On a déjà vu ça dans d'autres pays, on en a beaucoup parlé, mais bon, des fois, je me dis que des fois, une certaine règle peut amener ou pousser les choses à aller dans un sens. Absolument. Ta question, ton commentaire est très pertinent. Ça peut aussi, effectivement, là, amener des hôpitaux à augmenter le nombre d'interventions, des fois de façon peut-être exagérée dans certains cas, pour obtenir la masse critique financière nécessaire pour assurer leur financement. Fait que c'est ça, tu sais, si on commence à jouer avec les mesures de financement des hôpitaux, il faut être conscient qu'ils ont un risque énorme à jouer à ce jeu-là. Ça peut être tantôt positif, mais tantôt aussi très négatif. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on va gagner? Probablement pas grand-chose. Et une fois de plus, ça va être les services en région qui vont être perdants. En tout cas, on va suivre ça de proche pour voir va être quoi l'évolution. On te remercie beaucoup encore pour ton temps, Gaëtan. Et puis, on se reparlera sûrement à la rentrée en janvier, après le temps des fêtes. Je profite pour te souhaiter un bon temps des fêtes de fin d'année, puis on se reverra l'année prochaine. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à toi et tes proches également, puis à tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est au plaisir de se parler l'an prochain. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer.